Ce sont des mammifères discrets, de petits canidés rusés, bondissants qui jouent un rôle d'écarisseurs naturels et de régulateurs des espaces ruraux, mais ce sont aussi des animaux considérés comme du gibier, classés parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et qui font l'objet, on le verra, d'un véritable acharnement. Saviez-vous que chaque année, entre 600 000 et 1 million d'entre eux seraient tués dans notre pays? Eux, ce sont les renards. Chiffre impressionnant qui soulève ainsi la situation préoccupante de cet animal en France qui fait figure de nuisible. Entre l'hyper-urbanisation et la traque des chasseurs, cet animal a bien du mal à trouver sa place. Pierre Rigaud, donc bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes écologue naturaliste et pour tenter de réhabiliter cet animal, eh bien, vous publiez Renard les mal-aimés aux éditions Delachaux et Nestlé, ouvrage avec beaucoup de photos dans lequel vous nous emmenez d'abord sur le terrain pour faire le lien entre l'observation dans la nature et les connaissances issues de la biologie et de l'écologie. Et donc on va se retrouver dans un instant. On évoquera également avec vous un autre sujet autour de la chasse avec une actualité récente. Et puis vous allez répondre aux messages des auditrices et des auditeurs qui nous rejoignent pour discuter avec vous des renards. Certainement des témoignages sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Anaïs Reinhardt, préparée par Joël Levert avec Benjamin Troncin à la technique. La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter. Cet été, je les ai vus dans le pré, juste au coin, là, juste à la butte, là. Alors ils passent tout droit et ils redescendent le long derrière les arbres, là-bas. Presque familier, le renard reste avant tout un animal sauvage. Il ne recherche pas le contact de l'homme, il ne faut pas s'en approcher. À Gagny, en tout cas, les rapports de voisinage semblent plutôt bons. Voilà, ça c'était en 1995, archives donc de France 3, le renard à Gagny, mais on peut, Pierre Rigaud, en croiser quasiment partout aujourd'hui, non? Et même dans Paris, paraît-il, ouais. C'est plus c'est vrai. Paraît-il, c'est avéré. Ouais. Alors c'est justement parce que c'est un animal ubiquiste, c'est une espèce qui est capable de s'adapter à tous les milieux, y compris ceux transformés par les humains. Et ça, il y en a très peu, des mammifères et des oiseaux qui vivent à la fois très loin de nous, dans les montagnes reculées, pas trop non plus dans les forêts, dans les campagnes cultivées, comme un paysage créé par les humains, et au cœur des villes. Même par exemple les rats parisiens, ils vivent pas en forêt sauvage. Et il y a le merle noir chez les oiseaux, par exemple, qui est un peu l'équivalent en termes de plasticité, mais c'est déjà une belle performance. Ouais. Donc ça, c'est un point commun avec l'homme, d'ailleurs, cette capacité d'adaptation à tous les milieux, quasiment. Et disons que les renards vivent dans les milieux, ils s'adaptent à des milieux qui ont été modifiés ou créés par les humains. Les humains transforment leur milieu, c'est un peu différent. Mais en tout cas, ils s'adaptent bien. Ils s'adaptent bien. Ouais. Alors encore un animal qui paie un lourd tribut à la chasse, c'est le renard, donc qui fait l'objet de votre livre. Je le disais tout à l'heure dans le sommaire, entre 600 000 et 1 million, c'est pas très bien, les chiffres sont difficiles évidemment à définir. De renards tués chaque année en France, mais ça paraît complètement hallucinant. C'est hallucinant, c'est difficile d'avoir des chiffres plus précis, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'obligation pour les personnes qui tuent les renards de le déclarer de façon fiable et précise, mais c'est la chasse, le piégeage, parce que les renards ont ce statut à la fois d'animaux chassables. Évidemment, personne ne mange les renards, c'est pas pour faire des cuisseaux de renards que les chasseurs les tuent, et piégeable par le fait qu'il est classé, vous l'avez dit, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, donc toutes sortes de pièges atroces, ce qui fait que quand on accumule tout ça, ça fait plusieurs centaines de milliers par an. Donc on le tue quoi, pour les dégâts justement qu'il est censé commettre? Alors qu'il est censé commettre. Ce qui est frappant, c'est qu'on est vraiment... On a quand même plusieurs siècles de retard sur la réglementation, parce que les préfets qui décrètent que l'animal est classé nuisible, en tout cas qui mettent en avant des arguments dans leurs arrêtés, repris au niveau ministériel, c'est des arrêtés complètement qui se basent sur des arguments irrecevables, invalides sur le plan scientifique, qui ont été démontés sur le plan scientifique depuis des dizaines d'années. Par exemple, des maladies qui certes existent, mais la solution qui consisterait à éliminer les renards, on a montré que ça ne fonctionnait pas. Et voire ces maladies n'existent plus en France, comme la rage des renards, qui a été quand même éliminée de la France en 1998-2000, et encore parfois dans des arrêtés pour dire attention, les renards véhiculent la rage, ça n'a aucun sens, soit carrément la protection de la petite faune sauvage, c'est ce qui est marqué dans les arrêtés, c'est-à-dire en gros les perdrix et les faisans d'élevage qui sont lâchés pour la chasse. D'élevage. Donc c'est ça en fait. C'est ça en fait. On tuerait un animal qui élimine des animaux d'élevage, donc qui sont juste élevés pour la chasse, pour se faire tuer par les chasseurs. C'est ça. C'est dans cette vision d'une certaine partie du milieu de la chasse qui considère que eux, les chasseurs, sont là. Tous ne sont pas comme ça. Sont là pour gérer le milieu dit naturel par des élevages de faisans et de perdrix qui sont lâchés pour être tués à la chasse. Et lorsque des prédateurs naturels, des animaux comme les renards, essayent de se nourrir en tombant, en croquant sur un faisan ou une perdrix, on dit qu'il faut éliminer les renards. Et c'est repris au niveau officiel et c'est défendu par le lobby de la chasse au plus haut niveau.
Ce qui fait que tous les arguments scientifiques sont là, on les monte, on les répète, on les ressasse, et en face, la décision politique, elle est celle voulue par le lobby de la chasse. On va y revenir avec vous, alors même que ces animaux, on le verra, et c'est ça qui est assez sidérant, jouent un rôle écologique absolument fondamental, hein, et qu'à force justement de les éliminer, on va s'exposer à d'autres problèmes. On évoquera la maladie de Lyme par exemple, parce que le renard peut nous aider quand même à nous protéger mieux de cette maladie. Il semblerait, il faut toujours être prudent, mais il y a des études qui vont plutôt dans ce sens. Ouais. Pierre Rigaud, alors après le loup, après le lapin, donc voici le renard, ce mal-aimé, et là on voit aussi que c'est un animal qui divise énormément sur ces questions. Juste un petit mot sur l'origine du nom, parce qu'on parle du goupil aussi, mais ce nom est beaucoup plus ancien, le goupil, ou pas ? Oui, c'est le nom qui a existé pendant plus longtemps que renard finalement, qui est issu de la littérature. Alors là, je sors de mon domaine de compétences, mais c'était le roman de renard, vous savez, ce personnage qui est devenu maintenant le nom commun. Et finalement, on utilise parfois goupil quasiment sous forme dérisoire ou comme surnom, mais avant d'être le renard, c'était le goupil, et le renard, c'est un nom. Et d'ailleurs, j'ai compris. Exactement, notre réalisatrice Anaïs Reinhardt, qui arrive, en plus c'est sa première Terre au carré, voilà. Elle nous accompagne pour la semaine. C'est fou. Elle s'appelle Reinhardt, et ça veut dire renard. Eh ben, disons que maintenant, ça veut dire renard, mais au départ, c'était le nom de famille, en tout cas, c'était le nom de personnage renard qui a été gardé pour désigner l'animal. Voilà, donc petit clin d'œil sympathique pour accueillir Anaïs dans notre équipe. Pierre Rigaud, on se retrouve dans un instant. Renard, donc les mal-aimés, ça paraît chez Delachaux et Niestlé. La Terre au carré. Sur France Inter. Ce conseil régional a pour mission d'organiser un certain nombre d'actions, entre autres la régulation des prédateurs. Ce que nous allons faire demain, en demandant aux 70 000 chasseurs de Picardie de réguler sérieusement l'espèce vulpine. On constate une population qui dépasse tout entendement. Il y a trop d'animaux. C'est dû d'une part, donc, comme on vient de le dire, à la vaccination. D'autre part, c'est dû à une réglementation trop excessive du piégeage et à l'interdiction de tout autre usage de la régulation. Voilà, je vous vois froncer les sourcils, Pierre Rigaud, mais ça c'est en 1997, c'est pour ça, c'est Alain Corbière qui était à l'époque le président de la Fédération des chasseurs de l'Oise, pour parler donc du renard, c'est mal aimé, avec cet ouvrage que vous publiez aux éditions Delachaux et Niestlé. On le disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même un animal qui divise, même au sein des chasseurs ou pas ? Il y a des chasseurs qui sont moins acharnés que d'autres, qui laissent un petit peu tranquille parce que c'est pas un gibier, entre guillemets, passionnant à traquer comme peut l'être le sanglier et tout, mais globalement, il faut répéter que c'est sous la pression du lobby de la chasse, c'est-à-dire des fédérations de chasse, que très concrètement, le ministre classe les renards dans les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, et qu'à ce titre, les renards sont piégés abondamment. Alors en Europe, on connaît bien le renard roux, mais alors ça n'est pas du tout la seule espèce au monde, elles sont nombreuses, et d'ailleurs vous écrivez tellement diverses qu'il est parfois difficile même de toutes les considérés comme des renards. Alors qu'est-ce qu'un renard par rapport à un loup, par exemple? Non mais c'est fou, c'est que j'écris. Non mais en fait c'est vrai, vous n'arrivez pas à le dire encore. Si, mais c'est comme les loups. En fait, on a l'image du renard roux, cette espèce que tout le monde connaît ou croit connaître. Par exemple, en Amérique du Nord, il y a un renard roux qui en fait est une autre espèce, mais on hésite à savoir si c'est déterminé, si c'est une sous-espèce Vulpes fulva ou l'espèce européenne Vulpes vulpes. Et parfois, il y a des cousins comme ça qui sont assez proches et qui sont très ressemblants, et puis on s'écarte peu à peu et on s'éloigne de plus en plus de l'espèce type, parce que tout ça est très européano-centré et qu'on a décrit Vulpes vulpes, l'espèce type de renard. Mais donc on considère qu'il y a les renards vrais, entre guillemets, qui sont ceux qui appartiennent au genre Vulpes, et donc dans ce cas-là, il y en a qui vivent en Europe, il y en a qui vivent en Amérique, et puis il y a des renards un peu plus loin, qui sont des cousins d'une branche phylogénétique un peu plus éloignée, et qui ont toujours cet aspect de renard, qui sont en fait des canidés, aussi proches des renards qu'ils peuvent être proches des loups. Donc, qu'on appelle ça renard quand ils sont plutôt petits, mais finalement, il y a certaines espèces pour lesquelles c'est un petit peu limite. C'est ce qui est passionnant aussi. Ça veut dire qu'il y a des loups qui peuvent potentiellement être aussi gros des renards qui peuvent être potentiellement aussi gros qu'un loup? Il y a certaines espèces ou sous-espèces de loups qui sont très petites. C'est plutôt l'inverse. Et en fait, la plus grande des espèces de renards, c'est bien le renard roux européen, qui pèse guère plus de 5-6 kilos habituellement en Europe, mais qui peut aller jusqu'à une dizaine. Après, vous avez tout un cortège d'espèces à l'intérieur des canidés, qui se divisent en une branche des loups, pour faire simple, et une branche des renards. Mais en fait, à l'intérieur de cette branche des renards, il y a les renards vrais, puis il y en a d'autres qui sont pas les renards vrais et qui sont des renards, les renards gris d'Amérique, par exemple. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que parfois, à l'œil nu, c'est trompeur. Par exemple,
Les renards polaires, que tout le monde imagine avec leur pelage blanc en hiver, ils sont plus petits que les renards roux. On considérait avant que c'était une espèce d'un genre distinct des renards roux, et puis maintenant ils sont classés comme cousins proches, c'est-à-dire Vulpes lagopus, c'est-à-dire aussi proches des renards roux que par exemple le renard roux d'Amérique, enfin presque aussi proche. Et par ailleurs, les fennecs en Afrique du Nord, maintenant, ils sont classés aussi parmi les renards vrais, alors que morphologiquement, ils sont très différents. Et au contrario, vous avez donc c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Vous avez des renards gris en bordel. Amérique qui ressemblent aux renards roux, mais qui sont des cousins plus lointains que le fennec. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup. C'est le renard bleu qui est élevé dans les élevages chinois. C'est en fait une forme domestiquée du renard polaire qui a été sélectionnée pour une fourrure particulière. C'est absolument parce que abominable. vous parliez du poids, ce sont des renards justement pour les élevages, pour leur fourrure évidemment qu'on engraisse, qu'on fait grossir, donc ils deviennent obèses, entravés dans des cages extrêmement petites bien sûr. Et donc c'est une espèce là encore... C'est l'espèce renard polaire, mais sous une forme domestique. De même que les renards roux ont été sélectionnés sous forme renard argenté pour la fourrure aussi. C'est ce qui est passionnant chez les renards, comme ça m'avait intéressé chez les lapins aussi, c'est que c'est vraiment des animaux qui cristallisent les pires horreurs qu'on peut faire aux animaux, et tant sur le plan des animaux sauvages que sous forme domestiquée. Alors ils ont une particularité, c'est la pupille. Est-ce que tous les renards ont cette pupille verticale ? Bonne question. Non. Tous ne l'ont pas. Et c'est aussi pour ça que ça leur donne un air un petit peu malicieux, parce que ça fait un petit peu un renard de chat. C'est aussi pour ça, à mon avis, que ça participe au fait que... Mais c'est rare, ça, dans le règne animal, finalement, cette pupille comme ça, parce qu'on la voit, par exemple, chez les reptiles. Ouais, chez les félins. Crocodiles et serpents. Il y a des animaux, des mammifères qui, à l'inverse, ont une pupille horizontale carrée. Les bouquetins, les chèvres. Elle est verticale. Et que dire sur ces yeux ? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les renards roux ont un contraste assez fort entre la couleur de la pupille, de l'iris et du reste du pelage autour des yeux. Ce qui est un des signes d'une sociabilité assez poussée chez cette espèce, presque autant que chez les loups, mais pas autant que chez les loups. Pourquoi ? Vous allez me dire, parce que il a été constaté que chez les canidés, plus il y a un contraste dans les couleurs des yeux, plus il y a une importance dans le regard pour les interactions sociales, et plus c'est développé chez des canidés sociaux. À l'inverse, vous avez des canidés sauvages qui ont le regard très sombre, avec un pelage sombre, et ce qui est une tendance à avoir une vie sociale entre individus de la même espèce au moins poussée. Et est-ce que ça leur donne un avantage au niveau justement de la vue ou pas, le fait d'avoir cette pupille verticale ou pas du tout ? A priori non. En tout cas, la vue des renards, elle est pas si développée qu'on pourrait l'imaginer. Nous, humains, sauf quand on est myope comme moi, on voit finalement au moins aussi bien que des renards. Ils ont par contre tout un cortège de sens qui sont très développés. C'est lesquels les plus développés alors si c'est pas la vue ? L'ouïe, l'odorat. L'ouïe, elle est très fine. Et on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il semblerait bien que pour améliorer leur succès de chasse, quand ils sautent sur des petits campagnols par terre, ils utilisent des propriétés liées au champ magnétique. Alors ça, c'est en pleine exploration, comme chez les oiseaux. C'est assez fou, mais enfin, ça montre qu'on est quand même encore, on a quand même encore des choses à découvrir. C'est vrai qu'il est capable de repérer ses proies sous une grosse épaisseur de neige, par exemple. C'est incroyable. L'hiver, on les voit qui sautent à pieds joints après avoir écouté et regardé la neige devant eux. Et hop, ils retombent. Alors les pattes en avant, on voit la queue et les pattes arrière qui émergent de la neige. Ils bondissent toujours d'ailleurs quand ils voient une proie ou pas ? Pas toujours, mais pour capturer ces campagnols-là, c'est une technique qui fonctionne bien. Et ça mange quoi particulièrement les renards alors ? Alors les renards sont ubiquistes et adaptables, donc ils sont assez généralistes possiblement, mais par contre ils peuvent se spécialiser par exemple à la campagne. Quand vous avez des prairies, des champs avec des campagnols, ils mangent énormément de campagnols. Ce qui fait l'affaire des agriculteurs aussi, alors quelque part. Absolument. Et quand ils viennent en ville et qu'ils vivent en ville, dans les grandes métropoles, ils se nourrissent dans les poubelles. C'est aussi ça leur force. C'est aussi pour ça qu'ils sont très adaptables. C'est que ils ont un gabarit intermédiaire entre des animaux qui seraient la proie de prédateurs et intermédiaire entre des animaux plus grands qui ne pourraient pas trouver leur place, et en plus ils mangent à peu près ce qu'ils veulent. C'est ce que vous racontez, hein. Ça vous est arrivé en Italie, vous dormiez une nuit dans une petite camionnette, vous aviez laissé la porte ouverte pour faire un peu d'air, et il y a avait votre sac poubelle qui était à vos pieds, il y a un renard qui est entré dans votre camionnette, racontez-nous la suite. Le renard, je suis réveillé par ce bruit de poubelle en fait, donc je sors au pied de la voiture, je vois ce renard qui est en train de trifouiller la poubelle, comme ça je me penche sur lui, il avait l'air pas du tout inquiet, je lui reprends la poubelle, je ramasse les déchets, je remets dans la voiture, et il est tenté de recommencer. Et en fait, c'est à la fois ça montre que ils sont capables de manger à peu près ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les renards mangent beaucoup de fruits en automne, on l'observe dans les crottes. Et à la fois, en fait, les interactions qu'ils peuvent avoir avec les humains dépendent vraiment du contexte. Et dans des endroits, puisque là c'était le cas, où ils sont moins persécutés, il n'est pas farouche du tout, ils deviennent moins farouches. Question de Gilles sur franceinter.fr. Est-ce que les renards sont plus en sécurité dans les villes qu'à la campagne ?
Eh ben, comme pas mal d'animaux, presque oui. Parce qu'évidemment, il y a de la mortalité liée aux voitures, mais finalement, ils sont moins persécutés de façon volontaire. En tout cas, dans la plupart des capitales européennes où il y en a beaucoup. Par exemple, à Paris, il y en a encore très très peu. C'est pas encore très français d'avoir beaucoup de renards dans les villes. Et d'ailleurs, comme chez d'autres animaux, la distance de fuite par rapport aux humains diminue beaucoup en ville. Les corneilles qu'on voit à Paris, que j'ai vu en arrivant là, les mouettes, elles sont beaucoup moins farouches qu'à la campagne. Les hérons cendrés qui vous regardent à 2 mètres, à la campagne, ils s'enfuient à 100 mètres. Parce que c'est pas les mêmes interactions, parce qu'on les embête moins en ville, tout simplement. Et est-ce qu'ils ont été obligés d'adapter leur rythme de vie aux périodes de chasse, les renards? Est-ce qu'il y a des études là-dessus qui ont été faites ou pas? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que les renards étant chassés quasiment partout, on a très peu de zones témoins, sauf par exemple proche de nous en Suisse, dans le canton de Genève, où d'ailleurs on constate que lorsqu'il n'y a plus de chasse de renards, il n'y a pas de population des renards qui survient. Donc l'argument de la régulation pour prévenir une éventuelle surpopulation, ça n'a pas vraiment de sens. Et de toute façon, ils adaptent leur vie parce que ce sont des animaux à la fois diurnes et nocturnes, donc ils s'adaptent à nous. Et c'est ce qui me passionne absolument, c'est que tant chez des renards que chez plein d'espèces animales, on se rend compte quand on va dans la campagne, dans les forêts, tous ces animaux qu'on a plaisir à voir de temps en temps apercevoir, un renard, un chevreuil, toute leur vie quotidienne et leur organisation de leur vie, de leur journée, de leur nuit, elle est conditionnée par nous, à la fois par la façon dont on a organisé le paysage. S'il y a un champ, ils vont mettre leur terrier dans un ravin, un recoin, et à la fois dans leur quotidien, il faut qu'ils nous évitent. Et donc, ils deviennent nocturnes, parfois pour suivre leur proie qui elles-mêmes deviennent nocturnes pour nous éviter, parfois pour nous éviter directement. Fabien nous écrit sur franceinter.fr, les populations de renards n'ont jamais été si nombreuses. Ils représentent aujourd'hui une menace pour la biodiversité. Quoi que vous en pensiez, vous n'êtes pas sérieux. Comment parler sérieusement du renard avec un anti-chasse dans une émission anti-chasse? Bam, une chacun. Je sais pas. Donc c'est un chasseur, manifestement. Alors je me base sur les... On peut rappeler que vous êtes biologiste quand même. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la science quand même dans ce livre. Hein. C'est pas juste un anti-chasse qui parle. Alors tout ce que je fais dans les livres notamment, est basé à chaque fois sur les données. Et d'ailleurs, j'ai jamais été pris en défaut de raconter des sornettes sur ces situations d'animaux. D'ailleurs, il y a de la bibliographie un petit peu dans le livre, pas beaucoup. Il y a un consensus scientifique sur le sujet des renards, comme sur le cas de plein d'autres animaux. Des études qui ont été faites partout dans le monde pour dire qu'il n'y a pas de conséquences écologiques néfastes dans les paysages européens. Et que vouloir s'acharner à éliminer le renard, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'objectif défendable, ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan écologique, ni sur le plan agricole, et qu'en plus, ça fonctionne même pas, puisque figurez-vous qu'il y a une étude qui a été faite, notamment liée au milieu de la chasse, donc on ne peut pas accuser d'être anti-chasse, qui montre que, en comparant 2 zones d'études en France avec des pressions de chasse et de piégeage différentes selon les zones, en constatant que quand des renards étaient éliminés, plus dans une première zone que dans la deuxième, et bien à la fin, après quelques mois, années, il y avait toujours autant de renards dans les 2 zones. Pourquoi? Parce qu'il y a une compensation, parce qu'il y a un taux de survie qui est amélioré chez ceux qui survivent dans la zone où ils sont piégés. Alors bien sûr, il y a un seuil au-delà duquel, si on les tue trop, la reproduction et la survie n'arrivent pas à compenser les pertes. Mais pour l'instant, s'acharner sur les renards comme on le fait en France, ça ne marche même pas si l'objectif était de faire baisser la population de renards, ce qui ne sert à rien. Allez, Pierre Rigaud, l'ami des chasseurs, avec nous cet après-midi dans la Terre au carré. France Inter, la Terre au carré, le magazine Sciences et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter. Il arrive là. Il est là, derrière les poubelles. C'est pas un animal agressif, il n'attaque pas ni les chiens, ni les chats, ni les humains. Il fait son travail de prédateur, donc il débarrasse les endroits de rats, de souris, de rongeurs qui sont, nuisibles pour les cultures, par exemple. Le gros problème qu'il a, en fait, c'est que le monde de la chasse ne l'aime pas parce que le renard prédate les faisans, les perdrix, le gibier, qui est convoité par les chasseurs. Voilà, extrait d'un documentaire de France 3, Le Havre, d'Alain Dechandol, c'était en 2013, documentaire signé par la journaliste Anne-Laure Mérignac. Pierre Rigaud, le petit problème du renard, quand même, c'est qu'il a tendance à beaucoup aimer les poules. C'est son défaut, quand même. Les renards ne sont pas des anges. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, justement, dans le livre et dans tout mon travail, il ne s'agit pas d'idolâtrer un animal en faisant un truc parfait. Non, ce sont des animaux prédateurs. Et lorsqu'on les met en
en condition de pouvoir s'en prendre à d'autres animaux qui, eux, ont été domestiqués, contentionnés, je ne sais pas si le terme existe, et de façon à qu'ils ne puissent pas s'enfuir comme les poules dans un poulailler. Si le renard entre là-dedans, c'est le carnage. C'est la catastrophe, c'est comme le loup dans l'enclos dans lequel il y a les moutons. C'est un phénomène qui est bien connu et décrit depuis les années 70 sous le nom de overkilling ou surplus killing ou comme on veut, ou prédation surnuméraire. En fait, l'animal, le renard, il entre dans le poulailler, il y a quelque chose qui se déclenche dans son comportement de prédateur et qui n'est pas arrêté parce qu'après avoir tué une poule, d'autres poules bougent à côté, donc il rebalance un petit peu en arrière sa séquence de prédation, si on peut dire, pour le faire de façon un peu mécanistique, mais en tout cas ça se passe quand même un petit peu comme ça, ce qui fait qu'il y a même des images impressionnantes filmées en infrarouge dans certains poulaillers, où lorsqu'une poule ne bouge pas dans un coin, le renard l'a bien vu, mais si elle bouge pas, il va pas l'attaquer parce que c'est le mouvement qui va déclencher l'attaque. Et dans la nature, ça n'existe pas. C'est pareil pour les loups et les moutons. Le loup tue un seul chamois, le renard tue un seul campagnol, mais parce que les autres animaux s'enfuient. Et là, en fait, on met une situation artificielle dans laquelle les animaux proies, les oiseaux, les poules, ne peuvent ni s'enfuir, ni se défendre, et ça perturbe ce comportement des renards. Donc, comment on protège au mieux son poulailler alors? Parce que vous donnez des conseils aussi dans le livre. Il faut empêcher l'intrusion, il n'y a pas d'autre moyen, donc ça veut dire que déjà, c'est moins compliqué que pour une martre qui grimperait sur les toits ou qui passerait par-dessus les clôtures. Une clôture sur la zone ouverte et un poulailler qui est vraiment fermé, le renard, il ne va pas ouvrir la porte à clé. En tout cas, c'est un animal qui joue une place très importante dans l'écosystème, un auxiliaire précieux pour l'agriculture. On va écouter cet agriculteur qui s'appelle Michel Prizzi, interrogé en 2018 par France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Écoutez-le, il est très concret. Au mois de mars, quand on voit une mère renarde qui vient dans les champs là et qui va en partir avec une mère mulot, on sait que c'est 100 campagnols en moins. 100 campagnols en moins au mois d'octobre, c'est énorme. Les pullulations, on les trouve au mois d'octobre. Et quand le renard, qui a une véritable sentinelle, qui travaille l'hiver quand il n'y a pas trop de neige et qui vient nettoyer nos prairies, c'est la situation idéale pour nous. Voilà, un exemple des services rendus par le renard. Oui, même, alors c'est parfaitement intéressant, il faut le souligner, que les agriculteurs prennent conscience, et c'est le cas quand même de plus en plus, que les renards sont plutôt avantageux pour eux, mais pour autant la vision, disons, utilitariste, elle a quand même toujours ses limites, parce que je trouve que c'est très réducteur de se dire tel animal, il nous rend service, donc on va les protéger. Je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus détachée, ce qui n'empêche pas de dire ça aux agriculteurs, que le renard leur rend des services. Une vision plus détachée en disant ces animaux, qu'ils nous rendent service ou pas, ils ont un intérêt à ce qu'on les embête pas trop, qu'on les laisse tranquilles, et ça devrait suffire. Message de Ludovic sur franceinter.fr. Je trouve aberrant de désigner tel ou tel animal comme nuisible. Ils sont adorables, les renards, et nous débarrassent de vrais nuisibles, les rats, les souris. Et Christiane ajoute, faut arrêter les piégeages des renards, ces pauvres mal-aimés. Je vis à la campagne dans un petit village avec piégeurs. Quelle honte pour la France, alors que leur nourriture est presque à 80% des mulots et des rats. Ils sont utiles pour les agriculteurs, mais à cause des chasseurs, ils sont exterminés. Bravo à Pierre Rigaud. Donc, comment on peut réussir à faire entendre raison alors aux chasseurs, au lobby des chasseurs, comme vous le désignez, Pierre Rigaud? Je pense que c'est une question beaucoup plus générale. On ne va pas faire des manifestations pour défendre les renards. Mais simplement, le fait de considérer que les animaux sauvages, on a tout intérêt, même pour nous, en fait, à les laisser tranquilles, c'est plus respectueux. Et ces questions-là de préservation de l'espace où ils vivent et de leur préservation en tant qu'individus, je pense qu'il faut que ça pèse politiquement, c'est-à-dire que c'est plus généralement la question de la chasse, de la nature, de l'environnement, de l'écologie, qui doit être suffisamment importante sur le plan politique pour que les gens qui se présentent aux élections, qui nous représentent théoriquement, y trouvent un intérêt. C'est-à-dire si la personne pour laquelle vous votez sent bien que c'est pas pour vous un sujet suffisamment important, ça va passer à la trappe. Et c'est ce qui arrive quand même de plus en plus, mais pour l'instant, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire, tant que les hommes et femmes politiques ne prendront pas conscience qu'elles ont tout intérêt pour être réélus à prendre ces questions en considération, on n'avancera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire savoir que c'est un sujet important politiquement. Et cet auditeur qui défendait dans ce message les renards, mais qui en même temps parlait des rats et des souris comme nuisibles, parce que finalement, il y a sans arrêt des échelles. Est-ce que vous considérez ces animaux comme des nuisibles, les rats et les souris? En fait, nuisible, ça n'a pas de sens. Il y a des animaux qui causent problème aux activités humaines. Il est bien évident que si vous avez des rats ou des souris dans votre grenier chez vous, c'est gênant pour vous, donc il faut le faire en sorte que ces animaux puissent partir. Je suis pas en train de dire qu'il faut idolâtrer les animaux, il faut trouver la bonne distance. Mais classer les animaux comme nuisibles, utiles, et s'acharner à les exterminer, ça ne répond quasiment jamais au problème, ça cause d'autres problèmes et ça génère de la souffrance. Qui est le prédateur du renard au-delà de l'homme? Les voitures, beaucoup. C'est tout, mais il n'y a pas de prédateurs dans la nature Si, dans la nature, les lynx peuvent en manger, mais en fait, ce qu'on appelle les grands prédateurs, il n'y en a quasiment plus. Donc, loup, lynx sont des animaux qui sont vraiment rarissimes. Mais pour autant, la démographie du renard, elle est pour le coup très bien étudiée.
Et même sans avoir ce qu'on appelle des prédateurs naturels de ces animaux-là, il n'y a pas de pullulation des renards, il y a plutôt une autorégulation qui se fait par la quantité de proie disponible. C'est pas comme les herbivores, justement les campagnols, qui peuvent avoir des phases de très grande densité dans les champs avant que ça retombe. Les renards, c'est très différent. On voit des photos avec des chats qui n'ont pas peur du tout des renards. C'est pas des prédateurs des renards, mais en tout cas, ils leur tiennent tête. Un renard, c'est pas si grand que ça, finalement, 5-6 kilos habituellement, donc ça dépend. Il y a des chats qui font fuir des renards, il y a des renards qui font fuir des chats. Ouais. Parfois, c'est un peu le combat. Mais les photos sont étonnantes, en tout cas. Ouais. Mais on a justement Pierre qui demande si les renards peuvent s'attaquer aux chats pour se nourrir. Ça mange du chat, le renard, non ? Alors, ça peut arriver. Ah bon ? Il faut pas le cacher, de façon très rare et ponctuelle. En fait, des bébés peut-être aussi, des plus petits, des affaiblis, par surprise, etc. Les renards étant des prédateurs très opportunistes, ils vont pas hésiter s'ils pensent que là, il peut arriver à capturer ce chat, voilà. Mais le plus souvent, c'est quand même le chat qui fait fuir le renard du palier de la maison. Ça existe. Un mot sur la maladie de Lyme, parce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure. Pourquoi justement le renard pourrait, au conditionnel, être intéressant pour nous aider à lutter contre cette maladie ? Alors, cette maladie donc véhiculée dans une bactérie elle-même transmise par les tiques. Les tiques se nourrissent sur des mammifères, notamment, y compris des renards, y compris des petits rongeurs, les campagnols. Il a été montré que lorsqu'on tuait beaucoup de renards au point que il y en ait moins, que ça ait un effet sur les populations et que ça fasse augmenter la population de petits rongeurs, et bien ça permettait de développer finalement la population de tiques, qui après se retrouve sur d'autres animaux, les chèvres, etc., jusqu'à arriver aux humains. Et donc, il semblerait que les renards feraient partie des animaux qui aident plutôt les humains à diminuer la prévalence de la maladie de tique, de la maladie de Lyme dans la nature à cause de la quantité de tiques. Donc tout ça au conditionnel, hein, vous le précisiez tout à l'heure. Et quant à la rage, terminée, hein, enfin elle est éradiquée depuis 98, 2000, et d'ailleurs c'est plutôt une belle histoire, puisque au départ ça avait très mal commencé, on avait voulu éradiquer les renards, et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux en les soignant, donc avec un vaccin à l'époque. Ouais. Pierre Rigaud, vous restez avec nous encore quelques minutes ensemble pour parler de ces mal-aimés les renards. Avec cet ouvrage, donc plein de photos, publié chez Delachaux et Nestlé. Alors c'est pas vous d'ailleurs qui avez fait les photos. C'est pour ça qu'elles sont si belles. Vous l'avouez humblement. Je l'avoue humblement, c'est évident. Non, puis surtout il y a des renards pris en photo à travers le monde, il y a des renards pris en photo dans l'intimité. C'est un travail à part entière de prendre des belles photos. Hein. Mais vous avez signé des textes quand même. Donc, oui. Il y avait quand même du boulot. Dire. Vous racontez quelque chose d'intéressant, c'est le partage du terrier entre les blaireaux et les renards, par exemple. Ils squattent Ils squattent. Alors, c'est les blaireaux qui prêtent, non ? C'est les blaireaux qui prêtent, bon gré mal gré. C'est-à-dire, le renard vient squatter parce que les blaireaux sont des grands fouisseurs. Ils créent des terriers, parfois avec des dizaines de mètres linéaires de galeries sous terre, et puis qui se refilent de génération en génération de blaireaux. Et les renards qui, eux, sont des profiteurs, opportunistes. Voilà. Ils voient un trou, ils voient une galerie, et souvent, il y a une partie qui n'est pas occupée dans ce vaste terrier des blaireaux. Donc ici, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'observer. Je pense que tous les gens qui ont l'occasion de voir une sortie de blaireau et une sortie de renard en même endroit. Absolument. Patrice nous écrit stupidité de chasser le renard, chassez-les en abondance, les mères mettront bas en plus grand nombre sur un même territoire pour compenser. Oui, il y a une forme de compensation. Il y a une compensation, c'est pour ça que en dessous d'un certain seuil de pression d'élimination, ça n'a pas d'effet démographique d'éliminer des renards à l'échelle de quelques années. Autre message d'Éric, merci Pierre Rigaud, agriculteur dans le Haut-Doubs. Je suis sur une zone test où les tirs sont interdits pour voir l'évolution et celle du campagnol terrestre, l'évolution du renard et celle du campagnol. En aucun cas, ces derniers ont pullulé ces dernières années. Il parle des renards, les collisions le long de la route et les maladies font bien assez de dégâts. On aime ce spécialiste du campagnol et personnellement, je lui fais systématiquement peur pour ne pas qu'il s'habitue à notre présence. Merci à ce monsieur. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, au-delà de l'aspect agricole et utilitaire pour l'agriculture, de rappeler que parfois, pour les animaux dits sauvages, c'est mieux de leur laisser tenir une certaine distance. Et justement, ça dit quoi de nos capacités à nous familiariser, voire pour certains même à vivre avec ces animaux ? Parce qu'on voit des vidéos de renards qui sont domestiqués. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin finalement avec cet animal. Alors on peut aller assez loin, mais semble-t-il dans l'histoire, il n'y a pas eu un processus de domestication aussi marqué chez les renards que d'autres animaux, dans le sens où ils sont domestiques, ils n'ont plus peur de nous, mais il n'y a pas des interactions aussi poussées. Mais comme le loup d'ailleurs. Alors justement, c'est très poussé chez les loups devenus chiens, qui sont devenus évidemment carrément complices avec beaucoup d'interactions, mais ça c'est moins fort chez les renards, semble-t-il, dû au fait qu'il n'y a pas une vie sociale aussi marquée à l'intérieur d'un groupe de renards que d'un groupe de loups.
Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que les renards, ils vivent d'une façon très variable sur le plan social, qui dépend aussi de la démographie. Et parfois, c'est pas juste le couple reproducteur, ça peut être aussi des petits groupes, mais avec des interactions sociales certes marquées, mais moins que chez les loups, ce qui est moins propice ensuite, nous, pour la domestication, pour échanger entre individus. Je sens que vous allez adorer le message de Jean-Pierre sur franceinter.fr. Est-ce que vous n'avez pas assez de problèmes dans vos villes, pas assez de combats pour venir nous condamner, nous, dans la ruralité, pour des choses qui ne sont pas choquantes à nos yeux? Pierre Rigaud. Alors, nous les ruraux, je ne sais pas qui le parle. Moi, je suis un rural. Je pense que la plupart des ruraux, y compris les agriculteurs, ont intérêt à protéger les renards. Mais sur une considération plus générale, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? C'est pas que le problème des renards. D'ailleurs, dans mes bouquins successifs, et ce que j'essaie de faire, là, je prends un cas, comme ça, celui des renards. Mais c'est plus généralement comment on vit mieux dans le monde dans lequel on vit, comment on prend mieux en compte l'intérêt des animaux, comment on inflige moins de souffrance, comment on laisse plus de place à la vie sauvage. Et le renard, c'est une figure qui est très connue, donc c'est aussi pour ça que je fais ces livres sur les renards. Mais j'aurais pu faire un livre sur, je sais pas moi, les campagnols de Sherman. Ça aurait intéressé moins de monde, hein. Mathieu, il fait l'amour un petit peu moins. Mais c'est les mêmes questions. C'est les mêmes questions. C'est la question de notre place, nous, dans le monde, voilà. Xavier nous écrit: je suis un gros fan du renard, toujours senti proche de cet animal comme un totem, son côté espiègle, rusé et son adaptation à son environnement. Je ne sais plus si vous l'avez dit, mais pourquoi on dit toujours que le renard est rusé? Parce qu'il a un air malicieux et qu'effectivement il est opportuniste. Pour autant, dans une circonstance similaire, si vous mettez de façon théorique, disons, un renard et un loup, avec un problème à résoudre, c'est pas forcément le renard qui va résoudre mieux le problème. Mais leur côté opportuniste, de petite taille, il se faufile, il vient chaparder une poule, etc. Ils sont malins, disons. Mais qu'est-ce que l'intelligence, hein? Pierre Rigaud, donc ce livre Renard, les mal-aimés, c'est aux éditions de Lachaud et Nestlé. Une dernière question, parce qu'on connaît, et ça ressort dans ces messages, vos relations très compliquées évidemment avec les chasseurs. Mais on voit aussi apparaître ces derniers temps sur les réseaux sociaux des chasseurs qui ont envie aussi d'avoir une autre vision de leur propre loisir et d'accepter certaines choses qu'une génération autre refuse complètement d'admettre. Est-ce que vous sentez ces changements ou pas du tout au sein de certains chasseurs? Certains chasseurs individuellement sont moins enclins à tout dézinguer et à choisir ce qu'ils veulent tuer et à dire parfois, par exemple, tuons pas les renards, ça existe. Mais il faut rappeler que c'est quand même le lobby de la chasse au niveau politique, représenté par tous les chasseurs, qui fait qu'on élimine autant de renards et d'autres animaux. Mais il y a un dialogue possible ou pas aujourd'hui? Individuellement, il y a un dialogue possible. Politiquement, non, c'est verrouillé. Politiquement, c'est verrouillé. Merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré avec ce livre Renard les mal-aimés, 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 ce livre Renard les mal-aimés.